à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous vous présentons, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux suite déjà à nos vidéos que nous avons fait pour Noël et pour la présentation des vœux. Émissions qui ont été très suivies donc sur Facebook et sur YouTube puisque nous avons eu plus de 2000 vues. Donc ce soir, nous vous présentons l'école Debussy. Nous avons déjà fait un focus sur la maison de santé qui a été initiée et travaillée par Suzanne Chapois et dont tout le monde reconnaît le travail très très important. Et aussi nous avons fait un focus sur le gymnase Georges Hébert. Nous remercions d'ailleurs Philippe Ballois qui s'est beaucoup impliqué dans les négociations qui ont permis de reprendre le chantier. Donc, Grégoire, pour ce qui concerne l'école Debussy, la mairie a décidé d'engager une concertation sur ce thème dans des conditions au demeurant grotesques. Pourquoi ? Oui, bonsoir à vous toutes et tous. Merci Maryse, et tu as tout à fait raison de dire que cette concertation, elle est grotesque. Grotesque pourquoi ? Tout d'abord, en termes d'organisation. Elle était prévue sur un mois complet, tout le mois de janvier. Là, elle ne se tiendra que sur 2 semaines. Grotesque aussi, bien évidemment, parce que il n'y a qu'une seule journée qui est dédiée aux habitants pour qu'ils puissent venir en mairie faire part de leurs observations. Et encore faut-il qu'ils prennent rendez-vous. De même, s'ils entendent le faire par téléphone, il n'y a que 3 créneaux horaires qui ont été définis de façon extrêmement limitée. Et là encore, il faut prendre rendez-vous. Donc on voit bien que déjà cette concertation, il ne faut surtout pas la faire. Il ne faut surtout pas la faire, en plus parce que des sujets ô combien importants, comme le gymnase ou le centre de loisirs, sont exclus, ils ont d'ores et déjà été laissés de côté, abandonnés par la mairie. Alors pourquoi cela ? Eh bien nous disons que si c'est organisé de cette manière-là, c'est parce que la mairie est très embarrassée. Elle est embarrassée d'une part, parce que l'adjointe à l'éducation, qui normalement devrait suivre ce dossier, eh bien ne le suit pas, ça nous a été dit, ce n'est pas elle qui s'en occupe, ce n'est pas à elle d'en parler. Ça nous a été dit, notamment lors des commissions. Donc on a déjà un souci de ce côté-là. Deuxième souci, c'est qu'il y a dans ce quartier une association qui est vent debout contre la réalisation de ce projet. Cette association, elle a, comme toute association, un président qui est délégué au niveau du conseil municipal, il est délégué aux déplacements. D'ailleurs, tous les déplacements qu'il se fait, à chaque fois qu'il se bouge, ça a été toujours pour s'opposer à cette école, beaucoup plus que pour répondre aujourd'hui aux questions qui sont rattachées à sa délégation. Donc voilà, nous avons une municipalité qui est prisonnière tout d'abord d'une adjointe à l'éducation qui ne suit pas ce dossier. Deuxièmement, qui est prisonnière d'engagements qui ont été pris avec un président délégué au déplacement qui a la mainmise sur ce sujet. Et donc nous avons une municipalité qui est pieds et poings liés, qui ne sait pas comment faire et qui donne vraiment l'impression de vouloir faire une concertation rapidement, le plus rapidement possible et sans faire de bruit aucun, de façon à se sortir de ce mauvais pas qui pour elle est un véritable cauchemar. Le problème, c'est que ce sujet de l'école Debussy nous concerne tous et ne veut pas être du tout traité en catimini. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit, Maryse, tu l'as dit, cette émission. Nous tenons ici à vous faire part de notre approche sur le projet de l'école Debussy. Merci Grégoire. Pour en discuter dans un premier temps, nous allons passer la parole à Carlos Pessoa, qui est l'ancien maire adjoint à l'éducation, la jeunesse et le sport. Carlos, la mairie donc a stoppé le projet de construction de cette école Debussy dans le quartier de l'Alliance. Quid des incidences ? Pourquoi a-t-on besoin d'une nouvelle école ? Et où en est-on du capacitaire dans les écoles ? Alors, merci de me passer la parole à cette occasion. Les incidences et les conséquences, on va les retrouver non pas en 2024 ou 2026, mais on va les retrouver très vite. Et c'est une décision qui concerne directement toutes les familles de tous les quartiers de la ville. Et pas uniquement les quartiers de l'Alliance, Bussy, Gare et Paul Bert, qui est actuellement le secteur d'appartenance. C'est parce que toutes les écoles sont liées par la carte scolaire et que c'est la carte scolaire qui affecte chaque enfant à une école. Cette carte scolaire a été modifiée en 2017
dans le cadre d'une situation très critique que nous avions sur la saturation de l'école Paul Bert, nous avions prévu de la modifier en 2021 dans le cadre de la programmation nominale que nous avions établie avec l'ouverture de l'école Sud à la rentrée 2022. Et parce qu'une carte scolaire, cela s'anticipe et cela aussi pour permettre de gérer l'affectation des enfants à la prochaine rentrée, et je vais y revenir. Alors justement, Carlos, par rapport à cette prochaine rentrée, quelle est l'évolution, on va dire, démographique que l'on peut attendre donc sur Aubonne? Alors, l'évolution démographique sur Aubonne, c'est une croissance comme dans toutes les villes de la région parisienne. Et en particulier, lorsque nous analysons les chiffres de l'INSEE, les naissances 2018 sur la ville d'Aubonne affichent plus 50 enfants. Donc cela nous permet d'attendre plus 50 enfants à la rentrée prochaine, et c'était une des raisons que nous avions identifiées pour pouvoir retravailler de suite sur la carte scolaire. Il faut savoir aussi que nous connaissons actuellement un renouvellement très fort à Aubonne dans le secteur pavillonnaire, où des personnes d'un certain âge laissent la place à des familles un peu plus nombreuses qui viennent habiter dans ces quartiers et donc qui viennent avoir besoin des écoles dans leur quartier. Alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est que nous avons actuellement sur Aubonne 5 secteurs scolaires qui concernent 5 groupes scolaires, qu'on a un 6e secteur dans ce cadre-là de la carte qui était en cours de création, que cela concerne 2700 enfants qui sont répartis sur une centaine de classes, avec une moyenne de 330, 340 enfants par classe. Lorsque l'INSEE annonce 411 naissances pour l'entrée prochaine, vous pouvez imaginer ce que ça donne sur un secteur scolaire où Jean Massey est saturé, Paul Bert est saturé, Flammarion nous a bien aidé pour gérer la situation depuis 2017, mais commence à présenter des signes de saturation, et le travail sur la carte scolaire est juste indispensable, et les inscriptions, c'est dans quelques semaines. Merci Carlos pour ces précisions, pour ces chiffres extrêmement concrets et clairs. Alors, Carlos, cette école, elle a été décriée comme étant une école gigantesque, etc., ne satisfaisant pas les besoins. Peux-tu nous dire quel est exactement le format qui a été prévu et le situer, notamment par rapport aux autres écoles de la ville? Alors, d'abord, cette école, c'est une petite école de quartier, dont la taille représente 60% du capacitaire de l'école Flammarion, qui est actuellement l'autre plus petit secteur que nous avons. Sur les 8 classes qui sont prévues dans cette école, nous avons déjà 4 classes qui sont installées sur Rabelais, 2 classes qui sont sur Jean Jaurès, dont il faudra se poser la question, donc avec la ville d'Hermont, sur le devenir de cette communauté scolaire. Et donc c'est une école aussi qui a été prise en compte avec l'ensemble des facilités est nécessaire pour un équipement scolaire, qui sont pour les familles un centre de loisirs, et puis surtout un gymnase qui tient compte aujourd'hui des difficultés que nous avons sur l'école Rabelais à être distant d'un équipement sportif pour la pratique exigée pour la pratique scolaire. Merci Carlos. Donc on a bien, Carlos, si on te suit, donc 8 classes, donc c'est la plus petite école avec un gymnase, un centre de loisirs, une salle aussi polyvalente. Voilà un petit peu ce qui est prévu, ce que l'on peut proposer. Maintenant, est-ce que ce projet-là, Carlos, il est tombé du ciel ou est-ce qu'il a fait l'objet d'une discussion, d'une concertation? Alors, c'est un projet qui est issu d'une réelle concertation. Un projet d'une école, c'est 6 ans. Ces nombreuses familles sur Aubonne nous l'ont rappelé, ceux qui connaissent un petit peu la question. Et qui a commencé avec un programmiste, et dont le jour où on nous a annoncé 6 ans,
Nous étions en 2015, l'objectif était bien de l'avoir, cette école-là, pour 2019. Les faits se sont déroulés que ce travail-là est allé jusqu'en 2022. Ça a été mené avec un comité de pilotage, avec des réunions régulières, sur un projet concret qui a abouti à un consensus entre tous, sauf les représentants d'une association qui ont tout fait pour torpiller ce projet et ne pas oublier que pour répondre à leurs demandes, le projet a été revu dans un certain nombre de points concrets concernant en particulier les hauteurs, les hauteurs sur le gymnase et puis le stationnement qui a été réduit. Merci Carlos de ces précisions et on s'aperçoit donc qu'effectivement que vraie concertation sur de très longs mois pour aboutir à un projet donc à vocation et à dimension humaine qui s'intègre pleinement dans son environnement et qui répond aux attentes du plus grand nombre. Merci Carlos. Merci Carlos. On va passer maintenant la parole à un parent d'élève du quartier de Flammarion, parent d'élève qui a 3 enfants et donc dont les enfants fréquentent cette école. Bon, monsieur Damien Ricot, quelles sont les attentes des parents d'élèves pour l'école de leurs rêves? Si on part d'une feuille blanche, quelles sont les priorités des parents pour une nouvelle école? Bonjour à tous. Oui, effectivement, une école est un endroit qui doit permettre aux enfants d'apprendre dans les meilleures conditions possibles, mais aussi de jouer, de se retrouver, de pratiquer du sport dans un cadre agréable, de faire de la musique, du dessin. L'école doit être un lieu de vie où l'on se sent bien. Alors Damien, merci beaucoup pour ce cadrage qui répond effectivement, et on le voit, à un vrai vécu, à de véritables attentes. Damien, une question très précise, puisque c'est celle-là qui pose notamment souci. Est-ce qu'avoir un gymnase et un centre de loisirs, c'est important pour des parents qui mettent leurs enfants dans une école? Oui, c'est important, effectivement, Grégoire, d'avoir un gymnase à proximité de l'école. On peut avoir un exemple flagrant qui est arrivé dans l'histoire de notre ville, c'est l'école Flammarion. L'école Flammarion est une très belle école dans un environnement très agréable. Elle a été conçue uniquement avec une salle de motricité qui est attribuée en priorité pour les enfants de maternelle, mais effectivement, il n'est pas prévu un gymnase lors de la construction dans les années 90. Plus tard est arrivé, donc, suite à ce besoin, la construction du gymnase du Luard, qui permet de satisfaire à ce besoin des élèves de l'école primaire. Et effectivement, donc, c'est important d'avoir un gymnase parce qu'à l'époque, les solutions envisagées n'étaient pas possibles. Les gymnases qui étaient les plus proches n'étaient pas disponibles, à la fois ceux du centre des pompiers ou de l'hôpital psychiatrique étaient envisagés et ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, la seule solution qui a été trouvée, c'est effectivement la construction de ce gymnase du Luard et pour lequel les élèves peuvent se rendre à pied. Malgré tout, il y a encore 10 à 15 minutes de marche, ce qui fait que c'est un temps aussi qui peut être entre guillemets perdu pour ces élèves qui doivent se rendre à pied dans ce gymnase. C'est pourquoi c'est important d'avoir un gymnase dans une nouvelle école qui est vraiment lié à l'école. Voilà. Les temps de transport doivent être le plus courts possible et doivent être le plus profitables aux enfants. Merci Damien. Cette école du futur, à quels critères doit-elle répondre pour toi? Elle doit être l'image de ce que l'on veut transmettre. Effectivement, l'aspect environnemental est essentiel. Il faut des espaces de verdure, de la pelouse, des récupérations d'eau, des matériaux de construction propres, des énergies renouvelables. Oui, tout à fait. Damien, on est bien convaincu aussi qu'il y a un aspect donc d'intégration environnementale qui est extrêmement important. Et justement, si on parle de cette problématique de l'environnement, on a bien vu que sur ce que tu disais, le gymnase doit être dans l'école parce que à l'extérieur c'est extrêmement compliqué, voire quasiment impossible. Comment ça se passe au niveau des transports? Comment tu appréhendes justement cette question donc du transport des élèves, des enfants? Quel est ton point de vue sur ce sujet qui est lui aussi stratégique parce qu'il a un impact sur l'environnement? Effectivement, il faut aussi prendre en compte les modes de transport. Beaucoup de parents viennent à pied, en poussette et aussi à vélo, y compris les jeunes. L'ancienne municipalité a créé le permis vélo pour ces jeunes. N'oublions pas aussi que les nouveaux modes de travail, tels que le télétravail, s'imposent
et ont un impact sur le nombre de voitures en circulation. Le télétravail se développe. On libère du temps pour aller avec ses enfants à l'école. Et quid de la restauration? Effectivement, il nous faut une cantine scolaire moderne, insonorisée et capable de distribuer des produits locaux de proximité. Ce point-là est très important parce que beaucoup d'enfants profitent de la cantine scolaire lors de leur scolarisation. Donc, merci Damien. Carlos, je me retourne vers toi. On a vu à travers ce témoignage donc qu'il fallait une école donc intégrée pleinement dans son environnement, une école de proximité, une école aussi qui permette de répondre à ces nouvelles attentes que l'on voit émerger, et notamment ces attentes en termes d'accompagnement des enfants à l'école qui peuvent être facilitées par le télétravail. On s'aperçoit donc qu'il faut se projeter complètement dans l'avenir. Carlos, une école, c'est aussi du numérique. Comment est-ce qu'on peut appréhender l'aspect du numérique au sein des écoles? Qu'est-ce qui a été fait et comment tu vois cette chose-là? Alors, le numérique est en train d'évoluer considérablement dans nos écoles, dans sa forme. La solution que nous connaissions jusque-là, avec une classe informatique dédiée et immobilisée pour cette activité-là, va se transformer dans la classe numérique qui vient dans la classe même des élèves. Et c'est la solution que nous avions adoptée et, pour la première fois pour l'école Rabelais, et dont la valise était disponible en mairie au mois de mai. Et avec tout l'équipement. Elle n'a pas été installée dans l'école parce que c'était juste avant les congés, mais c'est ce qui devait être fait et pour qu'elle soit à la rentrée de septembre dans l'école Rabelais. Donc Carlos, tu nous confirmes bien qu'il y avait une valise numérique qui était prête donc dans l'école Rabelais avant le mois de juin. L'équipement était investi, était disponible en mairie pour y être déplacé. Merci Carlos. Alors, ce projet de l'école Debussy a fait couler beaucoup d'encre et a déchaîné bien des passions, voire de l'hystérie. Il faut donc voir ce qu'en pensent des habitants et futurs utilisateurs, car tout projet doit répondre d'abord et avant tout pour celles et ceux qui en ont besoin. Nous allons avoir le témoignage de Madame Noélie Plélan qui habite dans le quartier de l'Alliance et dont l'enfant fréquente l'école Rabelais. Est-ce que ce projet global vous convient? Alors oui, le projet global de l'ancienne mandature me convient parfaitement parce qu'il englobe tout ce dont on a besoin. On a besoin d'une école qu'on peut appeler une école et pas une crèche. On a besoin d'un centre de loisirs parce que nous, on est quand même très excentré au sud d'Aubonne et on n'a pas de bâtiment public qui nous permette pour le moment d'avoir un centre de loisirs digne de ce nom. Et surtout, on a besoin d'un gymnase parce que tous les gymnases du sud de la ville sont surchargés. Enfin, il n'y a même pas de gymnase en fait au sud de la ville. Il y a le gymnase Paul Bert, mais qui est très bouqué entre le collège et l'école Paul Bert. Et là, maintenant, il nous faut un gymnase pour que nos enfants s'épanouissent dans le sport. On a tout essayé, on a essayé de voir avec le CDFAS. Il est hors de question que nos enfants soient reçus par le CDFAS parce que c'est destiné à des projets et à des sportifs de haut niveau. Il nous faut ce gymnase. Merci Noélie, c'est effectivement donc très clair sur ce que tu dis. Donc on voit bien l'intérêt d'avoir sur ce même site toute une série donc d'équipements publics. Au-delà, Noélie, il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur, qui est la question de l'environnement et notamment des espaces verts, on va dire, dans ce quartier. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, on a eu la chance d'avoir le parc du Castel qui a été mis en place par l'ancienne mandature. Ça, c'était une vraie volonté de l'équipe colorer en vert un petit peu ce quartier. Mais malheureusement, pour le moment, il est laissé à l'abandon. C'est vraiment dommage parce que toute la partie sud de la ville pourrait en bénéficier et les enfants pourraient s'épanouir dans un parc correct. Et pour le moment, tout est laissé à l'abandon. Je vous invite à vous y rendre. C'est vraiment minable. Et pouvez-vous nous parler des services publics et au public dans ce quartier ?
Au sud de la ville, pour le moment, on a très peu de crèches, en tout cas très peu de places. Il y a la crèche des Petits Chaperons Rouges, qui je ne sais pas exactement combien de berceaux il doit y avoir, mais c'est assez peu. La crèche Rabelais devait ouvrir justement en 2021 puis 2022 finalement, suite au repoussé de l'école des Bussy. C'était quand même 30 berceaux, c'était un vrai plus pour les parents parce qu'on a quand même maintenant un secteur qui se rajeunissent avec des parents qui travaillent, qui ont besoin de différents modes de garde et pour le moment eh ben, on est tous embêtés parce que il faut qu'on cherche dans avec des assistantes maternelles et on a de plus en plus de mal à faire garder nos enfants, tant et si bien que je connais des mamans qui ne laissent plus leurs enfants au centre de loisirs parce que le centre de loisirs du Mont-d'Aubonne, nos enfants ne s'y épanouissent pas et qui du coup arrêtent de travailler ou alors qui prennent des temps partiels pour pouvoir continuer à garder leurs enfants parce qu'on n'a pas les équipements nécessaires pour pouvoir s'épanouir professionnellement. Merci Noélie pour ces précisions. Alors, si j'essaye de résumer, donc tu disais cette école-là, telle qu'elle est située, elle est à égale distance donc du parc de l'Alliance, mais aussi du parc du Castel, avec tous les regrets que tu as sur le fait que ce parc du Castel n'ait pas été réaménagé. Tu disais aussi qu'il y avait besoin donc d'équipements publics, le gymnase, on a parlé beaucoup du centre de loisirs, et si on reparle du centre de loisirs, tu l'as évoqué, c'est notamment à cause de la question des problématiques de transport. Damien Ricot nous a parlé tout à l'heure justement de cette problématique des transports, que maintenant les familles pouvaient accompagner leurs enfants, aimaient accompagner leurs enfants donc à pied, en vélo, en poussette, que le télétravail libérait aussi du temps pour pouvoir le faire. Toi concrètement, est-ce que tu penses que la question du déplacement, et notamment le fait de pouvoir aller à pied ou en poussette ou en vélo dans cette future école, c'est possible ou c'est absolument impossible? Impossible voulant dire que tout le monde va devoir prendre sa voiture, alors que possible veut dire qu'il y a toute une série d'autres moyens qui peuvent être tout à fait mis sur la table de façon réelle et crédible. Écoute Grégoire, c'est simple, moi je fais partie des gens qui habitent le plus loin, le plus éloigné de la future école des Bussy. Elle est à peu près à la même distance que l'école Paul Bert pour moi. Ma fille a fait toute sa scolarité maternelle à l'école Paul Bert. Il ne m'est jamais arrivé de l'accompagner en voiture. Nous n'avons fait que de la trottinette, du vélo, à pied évidemment. Jamais je ne l'ai amenée en voiture. Jamais je n'amènerai ma fille en voiture à l'école des Bussy. Et pour le coup, il y a énormément de parents qui sont comme moi, qui ne se déplacent qu'en vélo, qui ne se déplacent qu'en trottinette, à pied. Il n'y a aucun intérêt pour nous, d'autant plus que la proximité de la gare fait que les gens déposent leurs enfants, partent à la gare, vont travailler, reviennent, et puis le télétravail c'est pareil. Donc voilà. Donc pour faire simple, tu maintiens que quand on dit ça fera 200, 300 voitures en plus sur un moment de temps très très limité, cela ne tient pas la route, c'est le cas de le dire. Non, ça tient pas la route, il n'y aura jamais autant de voitures. On sera bien plus embêté par le grossissement du CDFAS que par cette école-là en termes de déplacement. Donc Noélie, Carlos tout à l'heure nous a fait état de la concertation que nous avions mise en place, qui s'est étalée sur de longs mois, contrairement à cette concertation rabougrie. Sur cette concertation, sur la concertation actuelle, que peux-tu nous en dire? Est-ce que tu penses qu'elle correspond véritablement à une concertation? Voilà, quel est ton sentiment sur cette concertation mise en place actuellement par la mairie? Alors je l'ai vécu difficilement parce que j'ai eu le sentiment qu'en tant que parent on n'était pas très bien entendu. J'en veux pour preuve que les associations ont rencontré le programmiste, ils avaient le droit d'être 4. Nous, un seul délégué parent d'élèves pouvait être présent lors de la concertation. Ça nous a un peu frustrés en tant que parents et ça nous a d'autant plus frustrés que à chaque fois le problème du gymnase et du centre de loisirs est revenu et qu'à chaque fois on nous fait les mêmes réponses. Il est hors de question qu'il y ait un gymnase, il est hors de question qu'il y ait un centre de loisirs. Je crois que la politique c'est faire le mieux pour le maximum de gens et j'ai quand même le sentiment que là on fait le minimum
pour le minimum de gens. Voilà. Ça me pose un vrai souci. Est-ce qu'on pense au bien-être des enfants ou est-ce qu'on pense au bien-être des 2 rues riveraines qui posent problème? Voilà. Merci Noélie pour ton témoignage très intéressant. Carlos, quelles sont les conséquences de cette annulation? Les conséquences sont multiples et immédiates. La première, c'est une rentrée 2021 qui risque d'être compliquée. La deuxième, c'est que cette école, l'école Rabelais, qui devait être libérée pour y faire une crèche de 30 berceaux, ne le sera pas ou le sera beaucoup plus tard, ou peut-être, j'irai pas du tout, ça dépend un petit peu des choix qui seront faits. Et donc, cela nécessite d'investir ailleurs, sur ces 30 berceaux, pour des coûts qui sont de l'ordre de 10 000 € par berceau. Merci Carlos. Alors, puisque nous parlons de coûts, Philippe Ballois, ancien adjoint aux finances, va nous parler argent. Ce projet de construction de l'école Debussy a été dénoncé puisqu'il était d'environ 15 millions d'euros et comme bien d'autres, il a été bloqué par tous nos opposants. Alors Philippe, quid des coûts déjà engagés pour cette école? Les coûts engagés, il y a déjà 3 millions d'euros pour la préemption des terrains dans un but d'établir un service public sur ces terrains qui pourrait être mis en cause si cette école ne se faisait pas. C'est une première chose. Ensuite, il y a eu tous les frais d'études qui sont nécessaires pour la mise en place de cette école. Donc, le programmiste qui fait les grandes lignes du bâtiment et du projet. Après, l'architecte qui a été retenu. Donc, il y a déjà eu le dédommagement des autres architectes. L'architecte en place qui a travaillé sur ce projet, un travail très fini puisqu'il a déposé son permis de construire. Il a fait toutes les études internes du bâtiment, les circulations, les places, le câblage électrique, le câblage informatique et également, dans ces coûts, la géothermie que l'on avait prévue puisque on souhaitait faire une école verte avec un chauffage géothermique. Tout ça, ça représente 800 000 € d'argent de la commune, d'argent public qui ont déjà été dépensés. Et si ce projet ne se fait pas, c'est de l'argent public que l'on va gâcher. C'est un petit peu dommage d'arriver à ce point, mais c'est une chose importante de le savoir et de l'expliquer. Puisqu'on va repartir sur un programme à zéro, il a déjà été nommé un programmiste, donc on repart à zéro et on est en train de mettre 800 000 € de côté. Alors Philippe, justement, si on repart à zéro, tu l'as dit, donc il y a 800 000 € qui risquent de passer complètement au niveau des pertes. Est-ce que, en remettant tout en cause, est-ce qu'il y a potentiellement des pénalités qui pourraient aussi survenir? Oui, parce que la mission qui a été donnée à l'architecte, s'il ne la termine pas, parce que sa mission c'est la réalisation du projet, le suivi des travaux, et toute cette démarche, il va falloir l'indemniser de la non-réalisation de la mission qui lui a été confiée. Donc, avec toutes les pénalités, on peut estimer que la globalité du coût perdu sera aux environs d'1 million d'euros. Oui, Philippe, lorsque nous avions présenté notre projet, les opposants disaient que la somme intégrale serait à la charge de la commune. Est-ce vrai ou avions-nous des possibilités de financement? Alors, Maryse, merci pour cette question. Effectivement, la réalisation d'une école primaire relève de la compétence de la commune et donc est à la charge de la commune. C'est la commune qui paye, mais la commune, son but, c'est aussi d'aller chercher des subventions. Et dans le cas de cette école, il y avait des subventions qui étaient en recherche pour la construction des salles de classe et des subventions qui étaient aussi en recherche pour la construction du gymnase. Ça permettait d'avoir 2 types de subventions. Et on a fait aussi un projet important qui était le PUB, qui était la mise à charge des promoteurs qui construisaient sur la ville du coût de la construction de l'école. Et en excluant le terrain de 3 millions, sur le SOD, on avait l'intention d'arriver à faire subventionner entre 60 et 70% du coût de la construction de l'école par les promoteurs. Donc c'était une école qui, à terme, ne revenait pas à une charge excessive pour la commune. Et Philippe, qu'en est-il par rapport au décentrage de cette école par rapport au quartier? Alors,
Le projet que l'on a mené était de construire cette école rue des Bussy, qui était un coin central du quartier de l'Alliance, proche de la gare d'Hermonbonne où il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de logements, et qui permettait d'avoir un axe central. Maintenant, beaucoup de bruit court, certains disent que l'école se fera peut-être sur le parking de l'Alliance, ce qui décentralise l'école à l'extrémité de la ville, avec un accès qui se fera, je ne sais pas, peut-être plus en voiture qu'à pied. Et puis, il faut rappeler que l'équipe de M. Balajas avait supprimé le parking de la gare d'Hermonbonne par des constructions, ce qui pose à ce jour beaucoup de problèmes pour tous les gens qui veulent accéder au transport en commun. Va-t-on aller vers la suppression du parking de l'Alliance, en complément de décentraliser une école? C'est à chacun et à vous de donner aussi votre avis. Merci Philippe pour ces précisions. Donc on voit bien l'enjeu de l'emplacement de cette école. Et si d'aventure cette école, telle qu'elle est prévue, avec son gymnase, etc., ne se faisait pas sur l'endroit qui a été préempté précisément à cette fin, que deviendrait cet endroit? Alors, une préemption est bien précise, c'est la possibilité de préempter est faite pour un service public. Si demain le service public n'est pas installé sur ce terrain, le promoteur et le propriétaire du terrain peuvent réclamer à récupérer leur terrain, bien sûr, en remboursant le montant de la préemption. C'est une chose qu'il ne faut pas négliger, puisque le promoteur a été très déçu de perdre cette capacité de construction qui était importante et qui allait lui ramener sûrement un certain volume d'affaires. Merci Philippe pour ces précisions. Grégoire, nous arrivons à la fin de cette émission. Que peut-on en dire, en conclure? Oui, merci Maryse. Effectivement, on peut en conclure, je crois, 3 choses. La première chose, c'est que le projet que nous vous avons présenté, le projet que nous avons porté, était un projet global, un projet cohérent et un projet qui anticipait les besoins et les attentes. Un projet avec une école, avec un gymnase, avec donc une salle polyvalente où on pouvait faire de la culture, des arts, etc. Et puis en même temps un centre de loisirs. C'est important de le souligner, globalité, cohérence, en même temps des économies de fonctionnement fortes. Deuxième enseignement que l'on peut en tirer, et ça a été très bien expliqué, c'est que c'est un projet qui s'insère pleinement dans son environnement et pleinement dans le cadre de ce quartier. Dans son environnement, puisque tous les aspects liés à la biodiversité, tous les aspects liés à la protection de l'environnement, à la limitation donc de l'impact sur les gaz à effet de serre, etc. Tout ça ont été vus, y compris avec le recours aux énergies renouvelables. Et en même temps intégré dans son environnement, puisque les demandes des riverains ont été satisfaites avec une baisse notamment du gymnase, avec des nuisances sonores qui ont été fortement atténuées. Voilà, un projet dans un environnement, un projet qui répondait aux attentes de tout le monde. Le troisième point, c'est quoi? C'est que le projet tel qu'il nous est proposé aujourd'hui est un projet à minima. Alors, bien sûr, certains vont dire non, pas du tout, pas à minima, c'est un bon projet, etc. Chacun fera son choix en sachant qu'il n'est pas prévu de gymnase et il n'est pas prévu de centre de loisirs. Mais là où je dis que c'est un projet à minima qui ne sert à rien, et je dis bien qu'il ne sert à rien ou qui ne répond pas, y compris aux attentes des plus critiques, c'est quoi? Ça veut dire que pour faire plaisir, effectivement, on l'a vu à cette association locale dont le président est délégué conseiller municipal en charge donc du déplacement, pour répondre à cette attente, puisque la mairie est pieds et poings liés par ses engagements de campagne, le projet est un minimum, on ne parle plus de gymnase, on ne parle plus de centre de loisirs. Est-ce que cela suffit? Eh bien non. Pourquoi non? Parce que nous venons de voir un document sortir, publié, disant qu'en tout état de cause, on ne veut rien. Alors, on pose la question clairement, est-ce que ce qui est souhaité, c'est une école sans enfants? Est-ce que c'est bien ça que l'on veut? Est-ce que ce que l'on veut, c'est rien du tout? On s'aperçoit que lorsque l'on capitule en termes d'exigence, ça veut dire que 1, on n'a pas de poids politique pour pouvoir peser sur une décision, que 2, quand on capitule, ça veut dire qu'on n'a pas de vision politique sur ce que sont les enjeux, et que 3, quand on capitule, c'est surtout qu'on est prisonnier d'engagements, de promesses, et derrière, quand on est prisonnier de ceci ou cela, on ne peut répondre que de façon mauvaise à des intérêts partisans, alors que le but de la politique, c'est de répondre de la façon la plus optimale possible à un intérêt collectif. Tout à fait.
Merci Grégoire. Si les habitants veulent avoir plus d'informations, nous organisons un webinaire, donc sous forme de questions-réponses, lundi 25 à 20h30. Et ce sera Carlos Pessoa qui répondra à vos questions. Pour cela, vous devez soit nous adresser un mail à contact@ear@gmail.com ou vous pourrez aller sur le Facebook Aubonne une ambition renouvelée. Nous vous enverrons ensuite le lien. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à aller mettre votre avis sur la plateforme de la mairie ou sur notre site. Donc ce projet nous concerne tous, nous comptons sur vous, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons à bientôt. À bientôt.